Netanyahou ne pourra pas seul aller contre toute la droite israélienne, parce que sinon il ira au devant d'un putsch. Si Netanyahou empêche les réformes juridiques, Netanyahou cessera son poste de chef du Likoud de la droite israélienne et de Premier ministre. Nous sommes heureux d'être en ligne avec Amir Weitman. Amir, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le président du groupe des libéraux au sein du Likoud. Et justement, on voudrait vous poser plusieurs questions concernant la gestion de cette période qui s'éternise, il faut bien l'avouer. Ça fait plus de 45 jours, 48 jours très exactement qu'il y a eu des élections le 1er novembre. Et on pensait que Binyamin Netanyahou allait former ce gouvernement très rapidement. Il avait même été question qu'il le présente au moment de la prestation de serment des députés de la 25e Knesset. Il n'en est rien, ça a été laborieux. On a le sentiment de toucher, d'arriver, de sortir de ce long tunnel de formation de la coalition gouvernementale. Pourquoi ça a pris tant de temps, à votre avis ? Alors d'abord, voilà, je peux dire qu'il y a déjà quelques semaines, j'ai fait un post sur Facebook où j'annonçais que les gens doivent prendre de la patience parce que le gouvernement sera fait seulement à la dernière minute et pas une seconde avant. Et voilà, je ne suis pas surpris, c'est en effet ce qui s'est passé, contrairement à ce que tout le monde pensait depuis le début. Mais pourquoi ? Parce que c'est comme ça, c'est la dynamique d'une négociation. Il ne faut pas oublier que maintenant on crée un gouvernement pour 4 ans et demi peut-être même. Et toutes les parties à la négociation veulent obtenir les meilleurs, veulent améliorer leur position dans le cadre de la négociation, à la fois maximiser leur gain, donc obtenir à la fois les meilleurs postes possibles et aussi le plus faire avancer leur idéologie, leurs intérêts, les choses qui sont importantes pour eux. Donc, comme ce genre de choses ne prennent pas 24 heures et que plus on attend, plus ça permet comment dire en hébreu, c'est l'isrot et l'alimon. Oui, de presser. De presser le citron. Voilà. Donc, on va essayer de presser, chacun essaie de presser le citron jusqu'au bout, d'obtenir le maximum de garanties que ce qui est important pour lui va être réalisé dans la réalité, pas simplement qu'il y aura des beaux discours. Donc, c'est en fait tout à fait prévisible. C'est d'ailleurs toujours comme ça. Oui, alors la quasi-totalité des élections, des négociations pour la création de coalitions se déroulent comme ça en Israël. On arrive toujours à la fin, ou à peu près à la fin de la période. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on allait penser que ça allait être différent cette fois-ci. Parce que, pour une bonne raison, on avait le sentiment au soir des élections que Binyamin Netanyahou était redevenu l'homme fort de la vie politique israélienne, qu'il était en mesure, avec un Likoud à 32 députés, c'est-à-dire la moitié de sa coalition gouvernementale, et avec des partis qui sont obligatoirement des partenaires avec du Likoud à sa droite, qu'il était en position de force pour imposer, dirons-nous, la manière de gérer ces négociations, c'est-à-dire donner un sentiment que lui est l'homme fort, que c'est lui qui dirige, et par exemple dire d'emblée, voilà les portefeuilles qui seront attribués au Likoud, on n'y touche pas, et les autres portefeuilles sont destinés aux autres partenaires de la coalition gouvernementale, et c'est comme ça, c'est à prendre ou à laisser, et on sait très bien que les autres partis n'auraient pas pu laisser. Ben non, c'est une vue de l'esprit. Dans la réalité, ça se passe pas comme ça. Dans la réalité, ça se passe différemment. Ça se passe dans le cadre d'une négociation où tous les partenaires sont des partenaires égaux. Certes, il y a le Likoud qui est au centre du système politique israélien, au centre de la future coalition, qui est évidemment le plus grand parti, mais le Likoud ne peut pas imposer ses vues à ses partenaires, pas plus que eux d'ailleurs peuvent imposer leurs vues aux partenaires au Likoud. Mais c'est pour ça qu'il y a une négociation, on se met autour de la table, on discute de qu'est-ce qu'on veut faire. Ça prend du temps d'une part objectivement, d'autre part, de nouveau, si on n'aurait pas vraiment en effet besoin de tellement de temps, je pense qu'on peut la loi, d'ailleurs, il faudrait la changer. Au lieu de laisser 6 semaines, qui est le cas aujourd'hui, on devrait couper ça à peut-être 3 semaines, ce qui suffit largement pour faire une négociation. Mais et on verrait que mais vous n'avez pas aussi jusqu'au dernier jour. Hein. Vous n'avez pas l'impression, Amir, vous n'avez pas l'impression que c'est pour ça que ça se passe toujours.
Vous n'avez pas l'impression que Benjamin Netanyahu a donné à un certain moment un sentiment de faiblesse qui a rendu plus gourmand, on va dire, des partenaires. Par exemple, le judaïsme de la Torah, on pensait que ça allait être réglé en quelques heures, ces négociations, et ça avait été quasiment réglé jusqu'à 90%. Et puis finalement, lorsque les membres du judaïsme de la Torah et également du parti Shas ont vu ce qu'ont obtenu Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir, eh bien ils sont devenus eux aussi un petit peu plus gourmands. Ils ont estimé avoir été désavantagés et ils sont allés réclamer quelque chose d'autre. Et finalement, à partir du moment où Benjamin Netanyahu donne un sentiment de faiblesse, eh bien finalement, on arrive à des situations où on voit un gouvernement qui est en train de se former avec des bribes de ministères, un ministère de l'éducation qui est totalement éclaté entre différents ministères, un ministère de la défense, un ministre au sein du ministère de la Défense. Ça peut paraître un peu pagaille tout ça. D'abord, oui, je pense qu'il y a une erreur tactique de vouloir dire au début des négociations qu'on aimerait terminer ça rapidement. Ça, c'était l'erreur. Il fallait rien dire du tout et laisser les choses se faire. Et les gens se seraient beaucoup moins plaints. Ça, c'est clair. Mais à part ça, de nouveau, les choses qui se sont passées sont malheureusement, je suis pas en train de dire que c'est bien, mais c'est toujours comme ça que ça se passe. Maintenant, j'aimerais quand même dire concernant le ministère de l'Éducation et le ministère de la Défense, c'est un petit peu ridicule tout de même, comme toutes ces discussions, dans la mesure où au précédent gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement actuel en fait, qui est le gouvernement sortant, je me permets quand même de rappeler que le ministre de la Défense, à savoir Benny Gantz, a fait changer la loi pour pouvoir permettre à son parti d'avoir, en plus du ministre de la Défense, un ministre au ministère de la Défense, à savoir Michael Bitton, si je ne me trompe pas. C'est qui est ministre en ce moment. On a aussi dans le domaine du ministère de l'Éducation, dans le gouvernement précédent, pour le coup, celui qui avait été un gouvernement de coalition entre Gantz et Netanyahou en 2020, je me permets de rappeler que le ministère de l'Éducation a été coupé pour donner à Elkin, à l'époque, un Marocain de ministère de l'Éducation supérieure. Bon, j'ai pas entendu les gens, ou Elkin particulièrement, qui maintenant se plaint, n'est-ce pas, mais se plaindre à l'époque. Donc, vous savez, je veux dire, alors, je suis d'accord sur le principe, si vous voulez, que couper des ministères, ce n'est pas quelque chose de positif. Idéalement, il ne faudrait pas que ça se passe. Ceci étant dit, c'est un peu la petite corruption politique habituelle qui se passe en Israël, et d'ailleurs pas qu'en Israël, pour que les politiciens puissent recevoir leurs honneurs et leurs Marocains. C'est regrettable, et ça montre simplement que nous, en tant que libéraux, c'est toujours ce qu'on dit, c'est que la politique, peu importe d'ailleurs qui est au pouvoir, est un mauvais guide pour la société de manière générale, et qu'il vaut mieux privatiser et sortir des mains de l'État, en fait, tous ces systèmes, parce que simplement à partir du moment où ils sont dans un système étatique, eh ben, ils sont en général mal gérés, ils sont soumis aux intérêts politiques, aux intérêts transients, on va dire, alors que quand ils sont dans le secteur privé, eh bien, ce qui guide, ce n'est pas l'intérêt politique du politicien X ou Y, mais l'intérêt simplement des acteurs. Et donc, chacun poursuit son propre intérêt, ce qui est la meilleure chose à faire. C'est un exemple en fait concret de pourquoi moi je suis un libéral. Vous n'avez pas le sentiment, justement, que cette préparation laborieuse de ce gouvernement, de cette coalition, ne laisse présager quelque chose de difficile aussi dans la gestion du gouvernement? C'est-à-dire que ce gouvernement, qui est bien plus homogène, on va dire, que le gouvernement sortant, eh bien, risque aussi de se retrouver dans des situations de crise répétées, qu'il donne une image de gouvernement affaibli, alors qu'il est relativement solide, normalement, sur le plan numérique au moins? Alors, je ne pense pas. Parce que d'abord, la coalition est suffisamment large pour pouvoir se permettre quelques accros. Hein. On n'a pas un gouvernement de 61 tout juste comme on avait à la coalition sortante. On a pas une coalition de 64, ce qui est quand même largement plus important et plus stable, d'une part. D'autre part, je crois il ne faut pas confondre la période
de négociation qui mène à la création d'une coalition et la période de la coalition elle-même. Ce sont deux choses différentes. Je le répète, ce qu'on est en train de voir maintenant, ce qu'on vit, c'est ce qui était prévisible, de nouveau, pendant ces quelques semaines, ce sont les négociations pour créer ensuite une situation qui sera à peu près stable pendant 4 ans ou plus de 4 ans. Donc, de nouveau, les gens poussent leurs pions maintenant pour pouvoir améliorer leur position et obtenir le maximum en vue de la coalition. Et une fois que la coalition aura été créée, l'intérêt de tout le monde, en tout cas pour les 3 ans et demi qui viennent au minimum, sera de faire en sorte que cette coalition puisse être stable. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire que ce sera le cas forcément, parce qu'on ne peut jamais savoir ce qui peut se passer. Il peut y avoir un événement dramatique et imprévu qui peut pousser tout à s'écrouler. Hein. C'est évidemment pas exclu, mais c'est quand même très peu probable. Je pense que ce gouvernement, cette coalition tiendra à peu près jusqu'à la fin, peut-être même vraiment jusqu'à la fin, et elle sera relativement stable, ce qui ne veut pas dire que les partenaires dans la coalition ne vont pas se disputer entre eux. Ils le font toujours, ils l'ont toujours fait, ça n'a rien de particulièrement étonnant. Donc évidemment, il y aura des accords et voire des disputes, mais entre ça et faire tomber le gouvernement, je pense qu'il y a une très 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 grande marge. Alors, donc je pense que ce gouvernement est là pour une longue période de temps. Alors, je voudrais avoir votre appréciation sur ce qui se passe au niveau des réformes juridiques ou judiciaires dont on parle beaucoup. Alors, on sait ça fait partie des exigences de Bezalel Smotrich, mais ça fait aussi partie et surtout, on dirait, des exigences de Yariv Levin, qui est, on va dire, l'homme fort au Likoud derrière Binyamin Netanyahou. Et ces derniers jours, eh bien, on a le sentiment que Yariv Levin est devenu président de la Knesset, non pas seulement pour voter toutes ces séries de lois qui sont indispensables au fonctionnement du gouvernement, mais parce que finalement il comprend que Binyamin Netanyahou ne voudra pas aller au bout de la réforme qu'il entend lui-même initier, à savoir une réforme assez massive contre la Cour suprême, ou on va dire de réforme au sein de la manière de la nomination, de la commission de nomination des juges de la Cour suprême. Est-ce que vous pensez que Binyamin Netanyahou va, même dans la conjoncture actuelle, avec un gouvernement aussi solide, va se montrer tempéré, modéré par rapport à des initiatives telles que celle de Yariv Levin, qu'il ne veut pas aller jusqu'au bout d'une confrontation avec la Cour suprême? Alors écoutez, traditionnellement, Netanyahou a toujours été le défenseur du système juridique israélien. D'ailleurs, c'est ma principale plainte envers lui. Il a toujours eu une des positions extrêmement prudentes et il n'a jamais aimé faire des réformes, certainement pas des réformes significatives, et c'est même lui qui souvent a empêché dans le passé ces réformes dont on parle maintenant. Mais je pense qu'aujourd'hui, Netanyahou n'est plus vraiment en état d'empêcher ces réformes. Il va peut-être essayer de les freiner, de les modérer, etc. Il aura certainement une influence, enfin, le Premier ministre. Mais la droite israélienne, dans sa totalité aujourd'hui, veut faire ces réformes. Il ne faut pas oublier ça. Et Netanyahou ne pourra pas seul aller contre toute la droite israélienne, parce que sinon il ira au-devant d'un putsch. Je veux dire les choses extrêmement clairement. Si Netanyahou empêche les réformes juridiques, Netanyahou cessera son poste de chef du Likoud de la droite israélienne et de Premier ministre. Parce que le soutien public au sein de la droite pour les réformes juridiques est tellement massif que même Netanyahou, avec tout le soutien public qu'il a, ne peut pas aujourd'hui s'opposer à ces réformes. Alors de nouveau, ça ne veut pas dire qu'il va toutes les accepter, ça veut pas, et je pense que de ce point de vue-là, Netanyahou n'est pas un goret, n'est pas un facteur positif. Je pense qu'il est en effet un frein, et c'est dommage. Mais à la fin de la journée, je pense qu'il ne pourra tout de même pas les empêcher. Donc, si je devais faire un pronostic, alors évidemment, je n'ai pas la boule de cristal, mais si je devais faire un pronostic, je pense que dans leur ensemble, ces réformes vont passer et on va avoir, on va dire dans les 12 prochains mois, un système juridique et constitutionnel, parce que c'est pas tellement juridique, c'est le problème, c'est des questions constitutionnelles dont on parle, il sera beaucoup plus équilibré, beaucoup mieux
en Israël par rapport à la situation actuelle. Et je pense que ce sera une très bonne chose pour tout le monde. Une dernière question qui se rapporte on va dire, à votre domaine de prédilection, qui est l'économie et le social, au sein à la tête du groupe des libéraux du Likoud. Le fait que le ministre des Finances soit Bezalel Smotrich, qui a une approche, on va dire, économique qui ressemble à celle de Binyamin Netanyahou, en faveur d'une sorte de capitalisme, de libéralisme économique, c'est quelque chose qui vous rassure? C'est lui qui sera le ministre des Finances véritable, ou c'est Binyamin Netanyahou qui derrière tirera les ficelles? Alors, bon, évidemment, le Premier ministre est le Premier ministre, c'est lui qui a une influence significative, c'est évident. Malgré tout, de nouveau, le ministre des Finances, c'est le ministre des Finances. On peut pas, le Premier ministre n'est pas un super ministre des Finances, comme il n'est d'ailleurs pas un super ministre de quoi que ce soit. Par conséquent, il sera évidemment impliqué, parce que c'est le Premier ministre, mais je pense que le ministre des Finances aura une influence extrêmement significative. Et là, pour le coup, je pense que c'est une bonne chose. On verra, hein. Je peux me tromper, mais a priori, j'ai relativement confiance en Bezalel Smotrich. Je pense que ce sera un bon ministre des Finances. Je pense qu'en effet, il a exprimé au cours des années des opinions qui sont positives, qui vont dans la bonne direction dans ces domaines. C'est en plus quelqu'un qui est sérieux, qui est professionnel, qui a montré à l'époque où il était ministre des Transports, que c'était quelqu'un de sérieux. J'espère qu'il prendra ce sérieux, ce professionnalisme et ses opinions de manière générale au sein du ministre des Finances, et que ce sera un ministre des Finances positif pour l'économie israélienne, pour l'État d'Israël. Mais on verra. Nous ferons de toute manière, dans notre petit coin, tout ce que nous pourrons pour l'aider à pousser l'économie israélienne dans la bonne direction. Eh bien, Amir Weitman, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions sur ce qui se passe, ces derniers développements, la dernière ligne droite avant la formation de ce gouvernement. Ça va prendre encore quelques jours, une dizaine de jours selon les observateurs en tout cas, mais donc, comme vous le dites, on y arrivera au bout finalement. Merci beaucoup, Amir, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Shavuot Tov, à bientôt. Shavuot Tov, bonne journée.